Merci à tous de nous rejoindre et merci en particulier aux intervenants. Donc, pour aujourd'hui, nous aurons, donc je pense que Jean-Marc Potra passera peut-être une tête en fin de session, qui est donc le délégué général du Centre français des fondations, sachant que la Coalition Climat est un programme du Centre français des fonds et fondations. Nous aurons les témoignages de fonds et fondations. Donc, Gauthier Fèvre, directeur de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, Louis Leroy-Vernier de la Fondation Préservation Patrimoine Pêche ou la Fondation des Pêcheurs, ça dépend, et Anne-Claire Roux du fonds de dotation Mirova Forward. Ensuite, une séance de questions-réponses animée par Sandrine Maisano, à laquelle je vais tout de suite laisser la parole pour l'animation de ce réveil climat. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Donc, c'est notre 17e réveil climat. Nous avons choisi avec l'équipe d'aller sur le thème des crises climatiques de l'été, puisque nous avons tous été concernés par ces sujets et que l'idée ce matin, c'est aussi de voir que des fondations sont déjà impliquées sur ces sujets-là. Donc, rechercher de l'atténuation et en même temps de l'adaptation. Et de rechercher à régénérer. Voilà, c'est un vocable qui est en train d'émerger de plus en plus. On avait déjà parlé de biodiversité au mois de mai dans un de nos réveils climat, biodiversité et climat, mais c'est important parce qu'effectivement cet enchevêtrement de problématiques et d'interrelations entre la biodiversité et le climat, c'est évident et on l'a vécu vraiment de près cet été et notamment en France. C'est pour ça qu'avec l'équipe, nous avons décidé du thème du réveil climat de ce matin et c'est aussi une façon de rappeler que la CFFC n'a jamais été autant d'actualité parce que ça se passe aussi dans les fondations. Alors justement, nous allons avoir un premier témoignage. Gauthier Fèvre, directeur général de la Fondation des Petits Frères des Pauvres. On a là, je pense, un témoignage qui va être très intéressant par rapport à ce qui se passe. On a notamment parlé de canicule, donc sur le slide suivant, pour permettre à Gauthier de prendre la parole. Donc Gauthier, la parole est à vous. On vous écoute. Oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je suis Gauthier Fèvre, directeur de la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Donc, les Petits Frères des Pauvres est un ensemble associatif qui vient en aide en priorité aux personnes âgées en situation de précarité par son association fondatrice et par la Fondation aujourd'hui, notamment via nous des actions dans le logement et du soutien financier à d'autres structures associatives. Donc, dans tout ce qui a été dit, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellé, des choses sur lesquelles, effectivement, je souscris complètement, évidemment, et puis d'autres qui nous interpellent tout le temps. Je pense que nous sommes des acteurs engagés, tous autant que nous sommes ici autour de la table. Et ce matin, je me posais une chronique sur France Inter. C'est les 2 ans de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Et la journaliste disait, finalement, on s'est tous révoltés au moment où il a été assassiné. Et puis aujourd'hui, on a tous rangé ça dans nos consciences et puis on attend que l'État fasse quelque chose, mais on ne fait pas grand-chose de plus. Et tout ce qu'on a vécu cet été sur le climat, c'est l'assassinat de Samuel Paty. Le réchauffement climatique, je ne suis pas très vieux, j'ai 44 ans, mais quand même, depuis tout petit, j'entends parler de réchauffement climatique. Les conséquences, les glaciers qui fondent, les neiges qui sont moins présentes l'hiver, partout sur la planète. Et on ne réagit pas. Cet été, certes, il y a eu un peu plus de canicule que d'habitude. On en a encore traumatisé parce que c'est très proche. Mais je ne suis pas sûr que ça réveille un vent, que ça soulève les foules pour autant, malheureusement. Donc oui, effectivement, il faut un réveil. Et le réveil, il doit venir notamment de chez nous, des acteurs engagés. Parce qu'on ne peut pas se contenter de regarder notre petit prisme à nous, les personnes âgées précaires, pour la Fondation des Petits Frères des Pauvres. Il faut qu'on se rende compte de l'urgence dans laquelle nous sommes à agir dès aujourd'hui, peut-être au-delà de notre objet, pour avoir un impact demain, y compris en faveur de nos publics, qui sont les premiers à souffrir effectivement des vagues de chaleur. La Fondation, quel a été son levier pour l'engagement climatique? Ça a été ni plus ni moins que la finance. On nous a dit il y a quelques temps, quelques mois, un an et demi, 2 ans, si jamais vous n'agissez pas, vous ne pourrez plus valoriser vos loyers pour les appartements qui sont classés F ou G sur le diagnostic de performance énergétique, et après, vous ne pourrez même plus les louer. Donc là, du coup, ça fait tilt dans la tête, effectivement, de ce conseil d'administration et de nos gouvernants. Et puis, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais c'est que l'argent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est un peu aussi prisonnier de
de beaucoup de choses, hein, de tout ce qu'on s'est mis en place comme contrainte, hein, avec des organismes qui nous contrôlent, qui vérifient bien qu'on respecte la volonté des donateurs, c'est très bien. Donc, comme on nous donne pour les personnes âgées, on ne nous donne pas pour le climat. Et donc, du coup, on s'interdit aussi quelque part d'aller vers le climat. Donc, il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de choses à déconstruire parce qu'il faut qu'on sorte effectivement de nos paradigmes habituels. Voilà. Après, cette petite pique, entre guillemets, ou ces points un peu incisifs, on fait quand même des choses, évidemment, à la Fondation des Petits Frères des Pauvres sur le slide suivant. On a notamment un programme qu'on a initié avec la refonte de nos orientations stratégiques. Et une de nos orientations stratégiques sur le logement, il y a deux blocs. Le premier bloc, c'est l'hébergéologie, c'est le logement, c'est la première jambe de la Fondation. Et la deuxième jambe, c'est plutôt le soutien financier. Et une de nos orientations stratégiques, c'est effectivement adapter le parc immobilier pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc ça y est, c'est inscrit dans nos orientations stratégiques. Ça a été voté par les représentants des salariés et du conseil d'administration. Maintenant, il faut le mettre en musique. Donc, mais c'est une fois de plus plutôt lié à l'aspect financier et à l'impact qu'on aurait sur notre action que d'une vraie prise de conscience de l'urgence de la situation. Alors, ça s'est déjà traduit malgré tout sur les slide suivants encore en actes, avec notamment à Vertou un programme que nous avons construit, le slide suivant, ou que nous allons construire, qui est en train de débuter, où effectivement on construit une pension de famille et on va au-delà des objectifs de la réglementation 2020, la réglementation énergétique 2020, ce qui induit un surcoût de 7% par rapport au chantier tel qu'il aurait été si on était resté au niveau de la réglementation énergétique 2020. Ça, c'est sur les aspects immobiliers. Sur les aspects effectivement opérationnels, depuis 2003, les petits frères des pauvres dans leur ensemble agissent dans le cadre des plans canicule, qui est mis en place par l'État, avec toutes les communes qui se mobilisent dès qu'on est sur une canicule, avec des numéros d'appel. Et les petits frères sont présents pour leurs bénéficiaires, mais aussi pour l'ensemble des personnes âgées qui appelleraient ces numéros dans les mairies. Et on devient un centre de ressources pour venir en appui, pour apprendre les bons gestes, les accompagner, etc. En interne, on a effectivement aussi eu une campagne de sensibilisation pour l'ensemble des salariés de la Fondation en faisant un séminaire à la Fondation Good Planet, où on a réfléchi à tous ces impacts, qu'est-ce que ça voulait dire pour nos métiers, pour nos actions. Voilà, l'environnement, est-ce que c'est le truc qui ne nous touche pas? C'était l'année dernière, on a fait ça avec nos salariés, donc on essaie petit à petit d'inscrire ça dans nos actions. Et enfin, dernier point qui retranscrit un peu le fait qu'effectivement, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, en tout cas, c'est pris en compte, c'est qu'au-delà des orientations stratégiques qu'on a définies, maintenant, on a une ligne budgétaire assez lourde pour 2023, c'est la première fois, avec clairement ciblé la rénovation énergétique de notre parc de logements, avec un investissement un peu massif dessus. Mais une fois de plus, c'est vraiment lié, je pense, à la contrainte de revalorisation et de relocation derrière. Voilà, on n'a pas non plus, évidemment, chez les petits frères des pauvres, de logements indignes, de logements insalubres, mais on souhaite évidemment aller vers des logements qui respectent ces normes en place. Voilà un peu pour ce qu'on fait chez les petits frères des pauvres. Et moi, je souhaite vraiment merci au CFF pour cette initiative. Et soyons tous moteurs aussi de ce réveil, parce que si on ne s'occupe pas de ce point-là, nos aînés dans 50 ans, ils auront bien des difficultés à survivre et ce sera notre responsabilité à nous d'aujourd'hui. Donc ne nous cachons pas, ne faisons pas les hommes politiques qui ne vivent que pour un mandat et soyons plus courageux et allons porter ce drapeau très très loin. Merci beaucoup Gauthier pour ce témoignage très riche qui rappelle effectivement que sans argent on ne fait pas grand-chose, hein, que le parc de logement, oui, c'est un levier d'action formidable. Vous agissez depuis 2003, mais on voit bien que ça se renforce. Et ayons la mémoire longue, effectivement, rappelons-le ici, c'est important de le rappeler. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Alors, 77, petit frère de la Fondation, pardon. oui, mais c'est parce que moi, j'ai noté que la canicule, qui est un mot fort, voilà, vous y étiez, voilà, vous avez pris le sujet à bras-le-corps et vous y êtes dessus. Ouh là là, les petits frères des pauvres, oh là là, on en parle souvent avec Daniel. Évidemment, c'est un acteur qui compte depuis si longtemps, mais parce que ce matin, on est sur cette canicule, voilà, qu'on a tous constaté depuis quelques années, et donc vous y êtes depuis 2003, ce qui est tout à fait remarquable et qui méritait d'être souligné. Et puis dans le fonctionnement, voilà, embarquez vos salariés, ça aussi c'est une belle action et merci de venir témoigner sur cet aspect-là ce matin. Alors, je me tourne cette fois vers Louis Leroy-Varnier, directeur donc de la Fondation Préservation Patrimoine Pêche. Alors, on va parler effectivement de biodiversité ce matin.
Louis, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer alors rappelez peut-être ce que fait votre fondation et puis donner des exemples d'actions marquantes pour illustrer les crises climatiques actuelles. Oui, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et merci donc à la coalition de m'offrir cette possibilité de présenter la Fondation et ses actions. Alors j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir été témoins pendant le courant de l'été de scènes de désolation comme celles que vous pouvez voir à l'écran. Donc des cours d'eau qui ont été transformés en chemins de randonnée, tristes chemins de randonnée, ou des tonnes de poissons asphyxiés par la baisse du niveau de l'eau et par la chaleur. Alors les pêcheurs ont évidemment été bouleversés par ces scènes qu'ils ont vues. Ils ont pratiqué de nombreuses pêches de sauvetage, hein, peut-être en avez-vous été témoin, mais c'est bien en amont de ces pêches de sauvetage et de ces catastrophes que se situe l'action de la Fondation des pêcheurs qui vise précisément à les prévenir, notamment. Slide suivant. Donc, la Fondation des pêcheurs est née en 2016 par la volonté de la Fédération nationale pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique, qui est une organisation pyramidale avec un niveau départemental et un niveau local, qui regroupe les 1,5 million de pêcheurs français de loisirs en eau douce. Soit dit au passage, la pêche est, par le nombre de licenciés, le deuxième loisir préféré ou la deuxième activité préférée des Français après le foot. Donc, cette fondation, qui est reconnue d'utilité publique, a pour mission statutairement définie la préservation des milieux humides et aquatiques continentaux. Alors, les milieux humides et aquatiques, voilà, vous les avez ici. Ce sont les milieux qui sont en quelque sorte façonnés par la présence de l'eau. Donc, de l'amont à l'aval du cours d'eau, on peut citer par exemple les tourbières, les prairies humides, les lacs d'altitude, les mares, les bras morts. Enfin, c'est une grande diversité d'écosystèmes. Slide suivant. Donc, la Fondation des pêcheurs procède par maîtrise foncière, c'est-à-dire qu'en clair, elle achète des terrains pour en verrouiller le devenir et éventuellement pour en permettre la restauration. Il y a de nombreux autres organismes qui procèdent de la même façon, hein, et vous les connaissez probablement. Il y a le Conservatoire du littoral qui opère dans la bande littorale, Terre de Liens sur les terres agricoles ou les conservatoires d'espaces naturels sur tout type de milieu. Voilà, on peut afficher le point suivant. Donc, la Fondation des pêcheurs, on peut revenir un cran en avant. La Fondation des pêcheurs donc, met à disposition ces terrains, donc met à disposition des fédérations départementales pour la pêche qui en ont la responsabilité de la gestion, de la restauration, éventuellement en partenariat avec des organismes compétents pour la biodiversité terrestre en particulier, parce qu'il y a toujours une composante de biodiversité terrestre sur les sites de la Fondation, et qu'ainsi qu'il nous a été dit par Sandrine, mais également par Paloma, tout ça forme un tout et on ne saurait considérer la biodiversité aquatique sans prendre en compte la biodiversité terrestre. Voilà. Donc, une approche éminemment partenariale. Alors, vous me direz quel est le rapport entre le dérèglement climatique d'une part et puis les zones humides d'autre part. Et bien, en fait, il est direct parce que les zones humides sont un atout dans la lutte contre les effets du dérèglement climatique. En fait, elles se comportent comme des éponges. Lorsque l'eau est abondante, en période de crue, par exemple, en période hivernale, elles vont absorber l'eau. Et puis, quand la canicule, quand la période de chaleur advient, elles vont relarguer cette eau, faire ce qu'on appelle du soutien à l'étiage. On peut cliquer sur pour afficher l'illustration. Voilà, elles font ce qu'on appelle du soutien à l'étiage, c'est-à-dire qu'elles vont soutenir le niveau le plus bas du cours d'eau. Et puis, elles agissent aussi grâce à l'évaporation comme des climatiseurs qui vont rafraîchir l'atmosphère. Mais les zones humides permettent également de lutter contre les causes du dérèglement climatique en capturant le carbone. On estime qu'aujourd'hui, que les zones humides couvrent à peu près 6% de la planète, de la surface du globe, mais qu'elles contiennent à peu près 25% de carbone stocké dans le sol. Donc, vous voyez un ratio considérable, une grande capacité de stockage. Bon. Alors, malheureusement, plus de 2 tiers des zones humides de France ont été détruites durant le XXe siècle. C'est à peu près la même proportion à l'échelle mondiale. C'est l'équivalent de la Bretagne, voilà. On peut cliquer, voilà, au revoir la Bretagne, comme dirait ma petite fille de 3 ans. Hein. Donc, c'est absolument considérable. Et on se rend compte que la reconquête, il a été question de régénération. Moi, j'aime bien parler de reconquête des milieux humides, la recréation de milieux humides ou leur restauration quand elles sont dégradées. Doit être au cœur de la lutte contre le dérèglement climatique, mais aussi contre l'érosion de la biodiversité. Ça a été mentionné, les deux crises sont connexes et on entend beaucoup moins parler de la crise de la biodiversité alors qu'elle est d'une importance égale à celle du climat, à la fois en termes d'enjeux vitaux pour l'humanité et d'ampleur. Diapositive suivante.
Alors, vous avez sous les yeux une carte sur laquelle sont représentées les acquisitions de la Fondation, une dizaine au total. Hein. La Fondation est encore jeune, 2016, comme je vous le disais, et je vais illustrer l'action de la Fondation sur le terrain en vous présentant le projet du lac vert, donc dans les Hautes-Pyrénées, tout au sud. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, vous avez le lac vert en tout. Voilà. Donc, le lac vert se situe en zone de Piémont pyrénéen, à quelques kilomètres au sud de Lourdes, le long du Gave de Pau, que vous voyez serpenter sur le côté droit du site sur la photo. Hein, voilà, exactement, la flèche passe dessus. Le site donc, fait à peu près 8 hectares, hein, c'est la zone bleutée sur la carte. Et au cœur de ce site, si on passe au clic suivant, vous observerez la présence d'une base de loisirs. Voilà, donc cette base de loisirs était encore présente récemment. Vous en avez des images sur la droite. Vous pouvez constater que c'est un milieu très artificialisé avec des toboggans, des infrastructures de loisirs, des jets d'eau, des WC, une petite paillote de restauration, etc., etc. Et puis, pour protéger cette installation, clic suivant, le site dans son ensemble, un merlon, une digue a été construite en quelque sorte le long du Gave de Pau qui apparaît en rouge sur l'image quand donc ah, je crois que ça a figé. Il y a un petit souci de... Voilà. Donc on voit le merlon. Donc, vous avez sous les yeux en fait l'exemple type d'une zone humide qui ne peut plus jouer son rôle d'éponge que j'ai évoqué précédemment, précisément parce qu'elle a été d'une part imperméabilisée par la base de loisirs et d'autre part déconnectée de la rivière par le merlon. Image suivante. En 2013, se produit dans la vallée du Gave de Pau une crue absolument exceptionnelle. En juin 2013, la ville de Lourdes, vous en avez une photo à gauche, est sous les eaux et la base de loisirs, photo de droite, est également sous les eaux. Alors les dégâts sont considérables. Pour l'anecdote, ils pèsent encore aujourd'hui sur les finances publiques de la ville de Lourdes. Hein. Et donc sur la base de loisirs aussi, et les gérants de la base de loisirs décident de ne pas relancer l'activité. C'est simplement pas possible. Trop d'investissements à faire. Les élus et les autorités, quant à elles, se posent la question de savoir comment éviter un nouveau désastre. Et diapositive suivante, en 2016, l'agence de l'eau Adour-Garonne décide de lancer un appel à projet pour la reconquête de zones d'extension de crue, donc des zones dans lesquelles l'eau du Gave va pouvoir se répandre au lieu de monter en hauteur et d'augmenter la lame d'eau dans une rivière qui est trop à l'étroit dans son lit. Les élus du pays de Lourdes et des vallées des Gaves pensent évidemment aussi du lac vert, mais le problème, c'est qu'il appartient à un privé et que le pays de Lourdes n'a pas les finances nécessaires pour le racheter et pour mener les travaux. Et c'est là que la Fondation des pêcheurs entre en jeu, à la demande du pays de Lourdes et des vallées des Gaves, et elle va faire l'acquisition du site du lac vert et le mettre à disposition du pays de Lourdes pour réaliser les travaux. Donc l'acquisition qui est faite avec un soutien financier de la région Occitanie, du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et aussi de la Fédération départementale de pêche, dont j'ai oublié le logo ici. Les pêcheurs, quand même, dans cette affaire, ils vont de 50% de leur poche hein, dans le montant de l'acquisition. Slide suivante. Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves entreprend donc des travaux lourds de terrassement, enfin de génie civil de façon générale, terrassement, démantèlement des installations en place, désimperméabilisation des sols, recréation de nids. Vous en avez ici des travaux. Et aujourd'hui, le résultat, vous l'avez sur la diapositive suivante. C'est donc une zone humide sur laquelle on n'imagine pas qu'a pu se trouver une base de loisirs. Comme vous pouvez le constater sur ces photos que j'ai prises moi-même à la fin de l'été après des mois de sécheresse, dans laquelle l'eau est toujours présente. Et on voit que cette zone humide a recouvré son aspect d'origine et surtout sa fonction d'éponge. Alors, c'est un très beau projet. Hein. On peut afficher les images suivantes. C'est un très beau projet qui nous a valu donc, une visite ministérielle en la personne de Bérangère Abba en 2021. Et je pourrais m'arrêter là, effectivement, sur cette fin heureuse. Et donc, vous dire que nous avons, la Fondation a vécu longtemps et a renaturé de nombreux sites. Alors, la réalité est malheureusement un petit peu différente. Hein. C'est que collectivement, nous sommes très, 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 très loin du compte en matière de préservation des zones humides et leur destruction, à la vérité, continue à bas bruit, parfois même pas à bas bruit, au grand jour, de façon éhontée. C'est un motif évidemment d'immense tristesse pour des gens comme moi, pour les pêcheurs, pour les amoureux de la nature de façon générale, qui sont attachés à ces milieux. Et je vous prie donc de recevoir ceci comme une expression de colère, comme un signal d'alarme et puis surtout comme un appel à la mobilisation. Voilà, je vous
vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Louis, pour cette intervention très illustrée. On a voyagé dans les Pyrénées et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est on parle d'une réalisation concrète avec cette expérience du lac vert. On souligne aussi ici, avec le témoignage, la place des pêcheurs qui ont un rôle éminemment important dans la régularisation de tous ces sujets-là, dans l'implication sur ces sujets-là, dans la connaissance de ces sujets-là, notamment les zones humides. Et on ne peut qu'entendre le fait qu'effectivement l'action ne suffit pas et qu'il faudrait une mobilisation un peu plus générale. Et peut-être qu'on pourra en reparler dans la séquence questions-réponses qui se fera à la fin de ce réveil climat, puisque maintenant, je vais me tourner tout de suite vers Anne-Claire Roux, donc, qui dirige le fonds de dotation Mirova Forward. Et effectivement, du côté des acteurs de la finance, il y a de la mobilisation, il y a des actions. Donc, Anne-Claire, nous t'écoutons. Merci Sandrine. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de participer pour la première fois à ce réveil climat. Slide suivante peut-être. Ouais, merci. Avant peut-être de commencer en quelques secondes très rapides, comme je ne suis pas sûre que tout le monde soit très familier de qui est Mirova. Donc, Mirova, c'est un acteur engagé de l'investissement à impact. Donc, ça veut dire qu'on aligne 100% de nos investissements à la fois avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, on intervient sur tout un tas de sujets aussi bien en lien avec les enjeux environnementaux que sociaux. Et Mirova, dans cette démarche d'investisseurs engagés, est également passé société à mission et Bicorp fin 2020 et donc a souhaité aussi rajouter une brique supplémentaire à cet engagement à travers la philanthropie en créant donc ce fonds de dotation fin 2020, mais qui est, on va dire, opérationnel depuis un an, presque 18 mois maintenant, le temps que j'arrive et que tout ça se mette en place. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, nous, c'est vrai qu'on veut vraiment agir de manière très complémentaire avec les enjeux qui sont portés par Mirova. Et donc, bien entendu, les questions environnementales et liées au réchauffement climatique sont aussi au cœur des projets qui sont portés par le fonds de dotation. Et aujourd'hui, je souhaitais vous présenter 3 projets, mais en fait, c'est presque un seul et même bloc autour de la thématique de l'eau, puisque Mirova avait initié déjà depuis 2017 un partenariat avec le WWF France autour d'un fonds pour la lutte contre la dégradation, la restauration des terres dégradées. Et on a souhaité prolonger ce partenariat autour de la thématique de l'eau à partir de début 2022. Et on voit que malheureusement, ces sujets sont quand même essentiels avec l'actualité à nouveau de cet été. Et ce partenariat se divise en 2 projets rapidement. Donc, on a à la fois un projet pilote autour de la meilleure gestion de la ressource en eau dans le sud-est et sud-ouest de la France sur l'agriculture conventionnelle. On a un deuxième projet qui est celui que je vais vous détailler un petit peu plus aujourd'hui, donc Ice Age Life sur la fonte des glaciers et la création de nouveaux écosystèmes et de nouvelles zones humides qui font écho aussi à l'intervention précédente dans les Alpes. Et puis, on a un 3e projet que je voulais quand même citer qui fait un peu la connexion entre tout ça, qui est un projet de documentaire Ice and Life sur la sensibilisation, parce que bien entendu, dans tout ça, nous, on a voulu essayer d'avoir une approche complémentaire à la fois avec le projet pilote sur les modèles agricoles. Le projet de recherche, je vais revenir parce que c'est indispensable de soutenir et d'accompagner la recherche scientifique sur ces sujets. Mais du coup, le 3e volet, c'est aussi la sensibilisation et éveiller aussi les consciences du grand public sur ces problématiques. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, je voulais me concentrer plutôt sur le projet Ice and Life, donc qui est vraiment un projet assez récent, qui a débuté depuis 2021 autour de 3 gros objectifs, à la fois développer la connaissance scientifique sur les glaciers et les écosystèmes post-glaciaires, parce que là, je vais revenir avec quelques données un petit peu plus probantes, mais on est aussi dans une période où il y a un recul exceptionnel, malheureusement, des glaciers et ça, du coup, ça pose beaucoup de nouvelles problématiques qui sont méconnues et peu explorées scientifiquement.
bien entendu, communiquer auprès des citoyens, mais aussi auprès des acteurs locaux, des territoires et des décideurs politiques, les résultats de ces études scientifiques et faire savoir les enjeux qui sont liés au glacier. Et puis, le troisième volet pour ce projet, c'est vraiment de pouvoir aboutir concrètement à une meilleure protection de ces nouveaux espaces naturels qui vont être créés avec la fonte des glaciers, et puis pouvoir du coup mettre en place à la fois des mesures directes dans la protection et la création, pourquoi pas, de nouvelles aires protégées, la mise en place d'un cadre légal, et puis des mesures indirectes parce que ça peut aussi représenter à la fois des enjeux en termes d'atténuation du changement climatique et notamment de puits de carbone nouveaux. Parce que très concrètement, si je vous partage quelques chiffres, et nous, c'est aussi ça qui nous a interpellés dans le projet. Vous voyez là rapidement, il y a une photo en fait, des équipes de Mirova, nos ambassadeurs, nos collaborateurs ambassadeurs du fonds de dotation. On allait dans les Alpes cet été pour vraiment comprendre aussi sur le terrain. Et il se trouve que voilà, l'actualité a fait les choses. On s'est retrouvés en fait dans les Alpes au moment d'une des grosses canicules du mois de juillet. Donc, autant vous dire qu'on était en plein au cœur des problématiques avec Jean-Baptiste Bosson, donc, qui est le glaciologue qui porte ce projet SN Life avec l'association Aster de conservation des espaces naturels de Haute-Savoie, qui est également expert au niveau de l'IUCN pour la conservation internationale. Et donc, on s'est retrouvés vraiment au cœur de cette canicule, en voyant déjà, vous le voyez un petit peu derrière nous sur ces photos, mais même pour des personnes qui ne connaissaient pas forcément le massif où on se trouvait, donc on était vraiment au pied du pic du Midi, on voit en fait visiblement à l'œil nu le glacier qui recule. Donc, c'est-à-dire que maintenant vous avez des cailloux gris. On voyait même concrètement aussi, déjà on avait une chaleur assez forte même en haute montagne. On était témoin aussi de blocs de glace assez importants qui tombaient. Et donc, surtout, la problématique derrière et le message aussi, si tant est, parce que du coup, moi aussi, je suis un peu comme Paloma, malheureusement, ce n'est pas un message très positif, mais ça nous semble aussi important d'être lucide et de pouvoir en fait être conscient des enjeux. Jean-Baptiste Bosson essaye aussi d'avoir un message positif parce que l'enjeu, au-delà de toutes les problématiques liées bien sûr à la gestion de la ressource en eau, concernant la fonte des glaciers et tous les enjeux que ça amène, l'objectif principal d'Ice & Life, c'est vraiment de se concentrer sur le retrait des glaciers et les lacs glaciaires en fait, qui se constituent à haute altitude, et donc les nouveaux écosystèmes aussi qui sont en train de se constituer, qui n'existaient pas. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 220 000 glaciers sur Terre. Et depuis 1990, on estime qu'il y a environ 14 000 nouveaux lacs qui se sont constitués. Et tout le projet ASN Live, justement, modélise en fait les nouveaux lacs glaciaires qui vont potentiellement se former d'ici 2100. Et il les estime à 80 000 nouveaux lacs glaciaires. Donc 80 000, c'est énorme. Il y en a déjà un certain nombre qui existent et qui se sont créés et qui vont arriver à nouveau dans les Alpes. Et donc, tout cet enjeu, c'est vraiment de pouvoir étudier ces nouveaux lacs glaciaires, protéger ces aires, parce que finalement, ça reste peu ou prou à peu près les seules zones de biodiversité qui restent encore totalement préservées de l'activité ou de l'intervention humaine, puisque jusqu'à maintenant, c'était des écosystèmes qui étaient recouverts par la glace, qui vont petit à petit se découvrir. Et puis, on se rend compte, et on le voit déjà à l'œil nu, y compris dans les Alpes, mais par exemple dans les Andes, dans l'Himalaya, c'est la même chose. On voit aussi qu'autour de ces lacs qui se constituent, petit à petit, vous avez aussi de la végétation, des écosystèmes microscopiques qui commencent à se constituer. Et c'est là aussi où, bien entendu, il y a encore une fois cet enjeu de conservation, mais du coup aussi d'apprentissage, de meilleures connaissances scientifiques et du coup de puits de carbone aussi qui peuvent se créer et qu'il faut du coup pouvoir à la fois protéger, mais donc aussi pour pouvoir le protéger, il y a un besoin essentiel de meilleures connaissances scientifiques et puis d'éveil des consciences citoyennes, mais aussi des acteurs et des élus locaux et puis bien entendu des décideurs politiques. Voilà, et donc pour terminer, je suis rentrée vraiment, j'ai essayé en quelques minutes de rentrer dans le cœur du sujet, mais en tout cas pour nous, c'est vrai qu'en tant que fonds de dotation, on considère que oui, la philanthropie a un rôle important à jouer sur ces questions,
que nous, on voit aussi notre démarche de manière globale parce qu'on accompagne en tant qu'investisseur un certain nombre de projets pour atténuer les conséquences du réchauffement climatique, mais il y a aussi des projets que même en tant qu'investisseur, on ne peut pas adresser, typiquement des projets scientifiques comme celui d'Ice and Life. Et donc, ça nous semble essentiel. Donc, c'est aussi un appel. Enfin, j'imagine que c'est aussi l'objectif des réveils climat de pouvoir aussi se mobiliser tous ensemble, mais de se dire que en tant qu'acteur de la philanthropie, on a aussi un rôle à jouer pour pouvoir contribuer aussi à ces questions liées au réchauffement climatique. Merci beaucoup Anne-Claire, c'était tout à fait limpide, sans jeu de mots. Moi, je retiens que en fait, l'intervention là nous remet en exergue des nouvelles zones de biodiversité sur lesquelles il va falloir anticiper la protection et la préservation. Moi, j'ai retenu une prévision de 80 000 lacs liés à la fonte des glaces en prévision. C'est énorme. Parce qu'on parle beaucoup de la fonte des glaciers qui, à un moment donné, vont générer aussi la montée des eaux, qui est encore un autre sujet. Mais là, effectivement, l'enchevêtrement avec la biodiversité est encore ici, une fois démontré. Et je trouve que finalement, avec l'ensemble des 3 témoignages qu'on a eus ce matin, on a vraiment mis en exergue peut-être des aspects moins médiatisés, moins connus. Moi, je reviens sur ces nouvelles zones donc, de biodiversité avec les lacs de montagne. Le rôle des pêcheurs et notamment sur l'aspect des zones humides et puis bien sûr la Fondation des petits frères des pauvres qu'on ne présente plus mais qui font un travail de fond et qui sont déjà sur ces sujets notamment sur la canicule et l'accompagnement des personnes fragiles. C'est important vraiment, ces 3 éclairages donnent aussi un aspect qui vient compléter les sujets sur laquelle la CFFC se penche, puisqu'on redit que la CFFC, c'est la coalition française des fondations pour le climat, mais bien entendu, la biodiversité fait partie de ces enjeux. Et je vais aussi peut-être repréciser, avant de passer à la séquence questions-réponses, où je rappelle que vous êtes invités dans le chat à poser vos questions, redire aussi, par rapport à ce que tu as dit en conclusion, Anne-Claire, nous sommes aussi là, la CFFC, pour mettre en connexion les fondations qui veulent travailler sur des sujets communs. C'est aussi un de nos rôles avec l'équipe. Alors, nous sommes maintenant dans la séquence questions-réponses, puisque c'est le moment où, effectivement, ces réveils climat, ce n'est pas simplement de l'information qui est descendante, c'est aussi un espace où on peut être dans le partage, dans la convivialité et répondre à certaines de vos interrogations. Alors, est-ce que nous avons des questions? Je regarde, puisque je suis multitâche, n'est-ce pas Béatrice, n'est-ce pas Marie? Je regarde si nous avons des questions de formuler. Moi, j'en ai une, peut-être ça fera venir d'autres questions. Louis, on entend un appel au secours, une alerte sur les zones humides. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faut prôner? Est-ce que c'est le multi-acteur? Est-ce que c'est est-ce que c'est localement qu'il faut travailler en multi-partenariat lorsque vous êtes sur des zones humides? Par exemple, on prenait la zone des Pyrénées. Comment vous voyez les choses dans la façon de développer vos prochains projets en France? Sur nos prochains projets, on ne va pas véritablement changer de cap, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire de l'acquisition foncière et à essayer de s'occuper, de faire gérer les sites de la Fondation, de les faire restaurer quand il y a besoin, dans un contexte évidemment partenarial. Le problème pour la préservation des zones humides, c'est je ne connais pas la martingale et personne ne la connaît. En fait, c'est comme beaucoup des problèmes de biodiversité ou de dérèglement climatique, c'est un problème qui a des causes multiples et qui ne peut être résolu que de façon incrémentale, enfin, en changeant un petit curseur ici, en agissant là, à la fois au niveau individuel, en allant voir le maire qui veut construire, et je choisis pas l'exemple au hasard, il se produit sous mes yeux, en allant voir le maire qui veut construire un parking sur une zone humide, en lui expliquant que en fait on n'a plus vraiment besoin de parking, mais peut-être plutôt d'espace qui continue justement à stocker le carbone produit par les voitures, en glissant le bon bulletin de vote dans l'urne, en choisissant des produits issus d'une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement. Bon, en manifestant pour mettre nos décideurs sous pression. Donc voilà, vraiment les actions possibles sont nombreuses et dans tous les champs.
Alors, il y a une question de Christine Leclerc qui fait du coup écho au sujet. Est-ce qu'un encouragement à la phytoépuration pourrait aider à recréer de façon efficace des zones humides? Alors, je ne connais pas le sujet de la phytoépuration en soi, hein, mais par contre, clairement, clairement, il me semble que la phytoépuration euh, peut participer à une dynamique c'est vrai qu'il nous faudrait de la dynamique aussi parfois, mais une dynamique de reconquête des zones humides. Alors, je pense que ce sera marginal parce qu'en vrai, les surfaces, quand bien même on transformerait, je pense, toutes les stations d'épuration de France en stations de phytoépuration, je ne pense pas que ça suffirait. Et puis, je pense que les stations de phytoépuration doivent répondre à des contraintes techniques qui, en quelque sorte, en font des espaces assez standardisés. Et donc, on ne peut pas avoir pour regagner les zones humides que nous avons perdues uniquement des zones de phytoépuration. Cela étant, il faut garder à l'esprit que les zones humides sont aussi des zones, enfin les zones humides naturelles sont des zones d'épuration des eaux, hein, exactement. Comme je le disais, elles fonctionnent comme une éponge et donc l'éponge retient une partie des polluants qui peuvent se trouver dans l'eau. Donc même naturelles, les zones humides font de la phytoépuration. Ok, merci beaucoup. Et du coup, d'ailleurs, moi, j'en profite pour poser une question parce qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir un éclairage sur les pêcheurs. Et c'est intéressant de rappeler que c'est la deuxième fédération en France qui compte, voilà, puisque la pêche est un sport. Comment ça se passe en Europe? Est-ce que les pêcheurs ont aussi cette démarche d'implication, de préservation? Est-ce que vous connaissez un peu des homologues? Est-ce que c'est inspirant? Oui. Alors, en fait, il y a deux fédérations de pêche en France. Il y a une fédération de pêche sportive avec des gens qui sont licenciés, habilités à concourir en compétition, notamment pêche à la mouche et pêche au coup. Et il y a la fédération nationale pour la pêche et pour la protection du milieu aquatique, à laquelle est adossée la fondation dont je suis directeur, et qui, elle, effectivement, regroupe 1,5 million de pêcheurs, mais qui sont des pêcheurs de loisirs, même si j'aime pas trop ce mot de pêcheur de loisirs, parce qu'en vrai, la pratique de la pêche s'inscrit en général dans un mode de vie qui ne relève pas vraiment du loisir. C'est plutôt une certaine forme de relation à la nature. Alors oui, dans d'autres pays, les pêcheurs agissent aussi pour l'environnement et je pense notamment, alors je les connais pas tous, hein, loin de là, mais je pense notamment à l'Angleterre qui a une tradition, comme on le sait, de préservation de l'environnement qui a double tranchant parce que le revers de la médaille, c'est aussi qu'elle elle a bien elle a bien œuvré à la destruction de sa propre biodiversité. Hein. Les deux vont souvent ensemble d'ailleurs. C'est quand on a massacré qu'on prend conscience du fait qu'il faut préserver. Et l'Angleterre est une terre industrielle, s'il en est une. Et donc, il y a en Angleterre notamment un Anglers Trust qui regroupe les pêcheurs à la ligne et qui fait énormément en matière de préservation des milieux aquatiques et des zones humides. Ok, merci, c'est très intéressant à partager. Je me tourne vers Anne-Claire. Le documentaire Ice and Life, Anne-Claire, il sera prêt quand, a priori, ce projet? Alors, Ice and Life, du coup, ça, c'est le projet de recherche qui est porté par le glaciologue Jean-Baptiste Bosson que je vous ai présenté. Le documentaire, donc le projet, ça s'appelle Riding to Explore. Vous pouvez les suivre. Ils ont une page sur Instagram, ils ont un site web. C'est porté par deux sportifs de haut niveau, Armel Courtois et Martin Thomas. Et là, le documentaire, il est monté, il commence tout juste sa vie dans les festivals. Donc, j'aurai le plaisir aussi de pouvoir vous inviter prochainement. Là, on est en train de prévoir d'ici la fin de l'année une projection en avant-première. Et du coup, j'espère pouvoir aussi partager des places avec les membres de la coalition climat. Formidable, ça c'est une bonne nouvelle. Et donc après, ça veut dire qu'il sera disponible à partir de 2023-2024, le temps qu'un film vive sa vie aussi. Il ne sera pas disponible tout de suite, mais sans doute plutôt télé et plateforme Internet. Il sera pas diffusé dans les grandes salles, mais en tout cas sur les plateformes et à la télé. Super, merci beaucoup. On relaiera cette info, c'est très très intéressant. Et en tout cas, merci. Et merci pour l'invitation. Voilà, merci avec pour plaisir. l'invitation. Et donc, c'est là, pour le coup, c'est un projet qui explore de manière globale les enjeux, pas uniquement dans les Alpes, mais aussi vraiment dans les
dans les Andes et dans l'Himalaya, y compris les enjeux sociaux aussi pour les populations locales. Effectivement, et c'est important de le rappeler parce qu'il y a aussi tout le volet social, localement, effectivement, avec ces phénomènes. Il y a une question, du coup, qui revient aussi sur les zones humides, posée par Brigitte Le Gallais. Comment les entreprises peuvent-elles favoriser des zones humides autour de leur site? Des zones humides artificielles sont-elles souhaitables? Ça, c'est une question interpellante. Ouais. Oui, peut-être une réponse? Oui, alors la première chose qu'elle peut faire, c'est commencer par ne pas implanter de site sur des zones humides. J'ai en tête l'exemple d'une grande enseigne d'ameublement nordique à la charte graphique bleu et jaune, je n'en dirai pas plus, qui a implanté un de ses magasins sur une magnifique zone humide en bordure de la ville, je crois, de Bayonne ou peut-être Saint-Jean-de-Luz, enfin, peu importe, dans le sud-ouest de la France. Dans le Piémont pyrénéen, en injectant des tonnes et 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 des tonnes de béton pour stabiliser son installation dans cette zone humide. Donc, une destruction en bonne et due forme. Donc là, c'est la première chose, ne pas implanter d'emprise de bâtiments sur des zones humides. De façon générale, limiter son empreinte foncière, puisque bon, on parle là des zones humides, mais c'est pas forcément beaucoup mieux d'installer un entrepôt sur des terres agricoles ou sur des prairies sèches. Tous les écosystèmes ont une fonction d'une façon ou d'une autre et une destruction d'écosystèmes, c'est jamais véritablement bon. Alors, il faut s'autoriser à le faire parce qu'il faut bien qu'on vive. Hein. La vie, c'est aussi la consommation au sens strict du terme. Enfin, c'est se nourrir, fonctionner au quotidien. Donc, il faut bien le faire, mais il faut vraiment limiter ces impacts. Et puis, effectivement, bon, bah, quand on a installé un entrepôt, plutôt que d'avoir autour de cet entrepôt ou de ce magasin des parkings complètement imperméabilisés et puis un gazon tout pourri entretenu à coups d'engrais chimiques, enfin d'engrais minéraux et de désherbants de synthèse quand c'est voilà quand on veut le rendre propre, et ben avoir un terrain qui est géré de façon respectueuse de l'environnement, effectivement avec une zone humide si on est sur un terrain qui s'y prête, hein, par exemple les zones humides en Inde et au Pérou. Si par exemple on est, je veux dire, par exemple sur les causses, ça n'aurait guère de sens de créer des zones humides. On est dans des milieux qui sont très secs, qui sont très drainants, donc on ne va pas installer une zone humide. Par contre, on recrée une prairie sèche, et puis on la gère comme une prairie sèche, ou on la laisse exister comme une prairie sèche. Alors oui, effectivement, peut-être que les clients vont trouver que c'est moins clean que le beau gazon dont je parlais tout à l'heure, mais d'un point de vue de biodiversité et de préservation de l'environnement et des fonctionnalités écologiques de notre environnement, ce sera quand même vachement mieux. Et je crois que c'est plutôt de ça qu'on a besoin en ce moment que de gazon propre. Ok. Merci beaucoup. En fait, je vois qu'il est déjà 9h27, donc on va aller glisser tout doucement vers les prochains rendez-vous. Surtout, notez bien et inscrivez-vous dès à présent. Donc, le plus proche en date, c'est la deuxième rencontre Fondation et Climat, donc une grande conférence, échange, rendez-vous autour du thème de l'adaptation et de tout ce que nous devons faire et surtout de tout ce que font les fondations. Il y aura une première table ronde scientifique sur la recherche en matière de changement climatique par rapport à l'adaptation avec deux grands experts. Et puis surtout, comme toujours, des témoignages très concrets de fondations qui ont signé le manifeste pour le climat et qui ont mis en place des actions comme celles que vous avez entendues ce matin. Donc, vous pouvez diffuser cette invitation très largement dans vos équipes, dans les fondations, parce que le but, c'est que tout le monde échange, puisse se poser des questions, oser aborder ses propres problématiques et voir ce que les autres font en la matière. Donc, le 17 novembre, à partir de 17h, à l'Académie du climat, dans le centre de Paris, 2 place Baudoyer, dans le 4e. Ensuite, le 15 Je me permets d'insister, Béatrice, excuse-moi, voilà. On est dans un format qui n'est pas habituel. Nos réveils climat, c'est le matin. Là, c'est en fin de journée. On est parti on a fait le pari que vous pourriez a priori vous rendre disponible. C'est important. La CFFC, c'est une communauté de partage. Les 2 ans de cette CFFC, on veut les fêter avec vous. C'est pour ça qu'on a préparé cet événement en présentiel. C'est important de se parler, de se retrouver. Voilà, je voulais insister sur cet aspect.
Merci beaucoup. Et donc, le 24 novembre, on vous propose une formation au climat, à la fois pour intégrer les enjeux climatiques, enfin, pour ceux de vos équipes qui ne seraient pas complètement au fait, voire pour votre gouvernance, bien sûr, et pour apprendre à mettre en œuvre ce fameux manifeste qui se décline donc en 6 piliers. Et on vous met dans le chat les liens pour pouvoir le rejoindre. Et enfin, le 15 décembre, ce sera le prochain réveil climat pour les fondations d'entreprise et la RSE, mais tout le monde y est invité. Je dirais, il y a une réflexion en cours aussi de la part d'un certain nombre de fondations, même si elles ne sont pas fondations d'entreprise, pour voir comment avoir une stratégie RSE ou RSO au sens de responsabilité sociétale des organisations, ce qui n'enlève pas du tout l'aspect environnemental, bien sûr, ni sociétal, ni de transparence et de gouvernance. Donc, voilà, vous pouvez noter aussi le 15 décembre de 8h30 à 9h30. Voilà, j'ai fait le tour. Merci en tout cas. On remercie encore Gauthier, Louis et Anne-Claire voilà, qui nous ont permis d'avoir un éclairage sur les récents événements liés à la crise climatique qui fait partie des grands sujets qui nous interpellent aujourd'hui. Et sinon, donc vous avez tous les accès pour en savoir plus sur ce que nous vous proposons, puisque moi je suis là pour répondre à tous vos besoins, toutes vos questions, tous vos sujets thématiques. Et donc avec Sandrine, on va bientôt arrêter le programme des Réveils Climat 2023. Donc si vous avez une thématique que vous souhaitez aborder ou voir abordée par vos homologues des fondations, surtout n'hésitez pas. Et puis, très bientôt, c'est aussi la COP27. Donc, en tant que CFFC, nous n'y serons pas, mais on relaiera bien sûr des informations. Et comme nous sommes la cheville ouvrière des réseaux internationaux, donc avec Philéa au niveau européen et Philanthropy for Climate au niveau international, nous aurons de ce fait une présence et une action pour montrer tout ce que fait le monde de la philanthropie et que ce monde-là, je dirais, bouge aussi et parfois très en avance par rapport à d'autres types d'intervenants. Voilà. Donc, merci à tous. Et il est 32, on a commencé à 8h32, donc c'est parfait. Je vous souhaite une très bonne journée et je remercie tout spécialement les intervenants et bien sûr Sandrine d'avoir animé ce réveil climat. Merci. C'est un plaisir. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Gauthier Au Délité. revoir. Au prochain rendez-vous.